Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 16 octobre 2025 et nos amis Richard DeWolf et Michael Hudson se joignent à nous. Bienvenue, Richard et Michael. Content d'être ici. Bonjour, bonjour. Richard, commençons avec toi et les informations que nous avons vues dans le New York Times, selon lesquelles Donald Trump et son administration auraient autorisé la CIA à mener une sorte d'opération secrète au Venezuela pour renverser Maduro. Et voici ce que nous avons appris du sénateur républicain Rick Scott sur Fox News. Je pense que si Maduro est intelligent, il va partir s'installer en Russie ou en Chine, quelque part comme ça, parce que ses jours sont comptés. Le peuple vénézuélien ne veut pas de lui. Il l'a rejeté lors de la dernière élection. Il a volé l'élection. C'est un dictateur, un chef de cartel de la drogue, donc ses jours sont comptés. Quelle que soit la manière dont cela se fera, j'attends avec impatience le jour où il ne sera plus au Venezuela. Qu'attends-tu, Richard, de ce qui se passe? Eh bien, la seule chose intéressante à propos de Rick Scott, et laissez-moi vous dire qu'il faut beaucoup d'efforts pour trouver quelque chose d'intéressant à propos de Rick Scott, mais la seule chose intéressante dans sa remarque, c'était cette petite phrase à la fin, « quoi qu'il en coûte », parce que c'est là où nous en sommes. Et puis, j'ai aimé la façon dont la chaîne de télévision a juxtaposé la caméra sur lui en train de faire sa déclaration et, en parallèle, sur le bateau quelque part dans les Caraïbes qui était visé par le missile. Je veux dire ici, pour le compte-rendu, les États-Unis sont donc engagés par le président et avec l'approbation de personnes comme M. Scott à être la police, l'armée, le juge, le jury et l'avocat des personnes qu'ils exécutent. Ces personnes n'ont pas été arrêtées. Ces personnes n'ont jamais eu la possibilité qu'un avocat leur explique qui elles étaient, ce qu'elles sont. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement de Vénézuéliens. Les journaux d'aujourd'hui indiquent que des Colombiens ont également été tués sur des bateaux. Alors, qui sait à quel point ce phénomène est répandu? Qui sait tout ce qu'on nous cache? Je tiens aussi à souligner que le trafic de drogue n'est pas considéré comme un crime capital aux États-Unis. Des personnes sont arrêtées chaque jour dans ce pays pour trafic de drogue. Elles ne sont pas exécutées. Celles qui sont reconnues coupables sont soumises à diverses formes d'emprisonnement et de sanctions, mais elles ne sont pas exécutées. Nous arrêtons des gens dans ce pays, nous leur donnons un avocat, ils ont droit à un procès, ils reçoivent un jugement, et ils ne sont pas tués. Que faisons-nous dans le reste du monde? Nous montrons au reste du monde une version réduite, une version junior de ce que les Israéliens ont fait à Gaza. Nous tuons des gens, des personnes accusées d'être impliquées dans un crime pour lequel nous ne mettons pas les gens à mort dans notre propre pays. Vous savez, j'ai un peu de recul et je ne me souviens pas que quelqu'un ait jamais exécuté aux États-Unis pour trafic de drogue. Je peux me tromper, peut-être que cela s'est produit une fois, mais c'est extrêmement rare. Alors, que faisons-nous ici? Nous montrons au monde que nous sommes les durs. Vous savez, c'est ce que représentaient les tarifs douaniers. Une grande mise en scène, mais qui n'a coûté la vie à personne. Maintenant, nous disons que nous sommes prêts, et pas seulement prêts, à tuer des gens sans juge, sans jury, sans avocat, sans procédure régulière, sans aucune des garanties que nous prétendons vénérer comme intrinsèques à la Constitution et aux valeurs des États-Unis. Tout cela jeté par la fenêtre. C'est une déclaration remarquable à faire. Et nous n'aimons pas cela, monsieur. Tous ceux qui étudient le trafic de drogue savent que le principal problème lié à la drogue vient du côté pacifique du continent et non du côté atlantique.
Il y a énormément de personnes impliquées qui semblent pouvoir continuer avec très peu d'interférences. Les États-Unis n'ont d'ailleurs jamais reconnu ni admis que le problème commence par le fait qu'ils constituent le marché de la drogue le plus riche du monde. L'aboutissement du commerce se trouve principalement ici, et nous pourrions faire beaucoup plus chez nous sans violer notre Constitution pour y faire face si nous le voulions. C'est un autre message adressé au reste du monde. Les États-Unis agissent seuls. Les États-Unis sont isolés. Les États-Unis comptent sur la puissance militaire parce que leur influence économique et politique est désormais si faible. Vous savez, commençons par ceci. Quand on se comporte de cette manière, il faut appeler les choses par leur vrai nom, pas par un nom poli. Les gens, les immigrés qui sont venus dans ce pays pour avoir la chance de faire ce que les immigrés ont toujours cherché à faire ici, sont maintenant pourchassés par une police spéciale et détenus dans des camps de concentration. C'est bien ce que c'est. Soyons clairs. Arrêtons de jouer à ces jeux stupides. Nous tuons des gens. Nous promettons de renverser des gouvernements dans la pire répétition de l'ancienne politique des États-Unis en Amérique latine, aussi vieille que la doctrine Monroe. Et permettez-moi de vous rappeler que cela remonte aux années 1830. Que pouvez-vous bien attendre maintenant? Que vont penser les pays des BRICS compte tenu de ce que M. Trump a dit à leur sujet? Sont-ils renversés par la CIA? Sommes-nous vraiment revenus à ce monde-là? Eh bien, si c'est le cas, si nous utilisons la CIA pour s'en prendre à de véritables ennemis, vous savez, des ennemis capables de réellement nuire aux États-Unis, le Venezuela ne le peut pas. C'est trop loin, trop pauvre, trop petit. Vous vous en prenez à quelqu'un, c'est un peu comme les Britanniques combattant à la Grenade ou aux îles Malouines. C'est une plaisanterie. Donc, vraisemblablement, ils vont s'en prendre au gros calibre, la Russie, la Chine. Le message pour eux, c'est que voilà à quoi les États-Unis en sont réduits. Préparez-vous à cela. Et permettez-moi de dire quelque chose à mes compatriotes américains. Vous vous attaquez maintenant à un ennemi bien plus riche et bien plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Soyez très prudents, car il est fort probable que vous ne l'emportiez pas. Permettez-moi de vous rappeler que la CIA était déjà active au Vietnam avant cette guerre. Elle a échoué. Et la guerre qui a suivi après l'échec de la CIA a également échoué. Idem pour l'Afghanistan. Idem pour l'Irak. Idem maintenant pour l'Ukraine. Eh bien, faites attention. Soyez très prudents dans ce que vous faites. Il existe une alternative, que ce soit dans la guerre contre la drogue ou dans tout autre conflit. Et cette alternative consiste à s'asseoir avec toutes les parties concernées, d'autres pays, d'autres acteurs, et à trouver un accord, un compromis qui vous permette de ne pas vous engager dans le meurtre ou le renversement de régime, car c'est un jeu auquel tout le monde peut jouer. Et aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire des États-Unis, les ennemis que vous vous créez par ce comportement sont puissants, très puissants. C'est donc désormais plus dangereux que jamais, et ce n'a jamais été une bonne politique à l'origine. Eh bien, Richard, si tu essaies de trouver un compromis, alors tu traites les autres pays comme des égaux, et les États-Unis ont rejeté ce concept même. La raison pour laquelle ils commettent ces assassinats et ces meurtres, c'est pour le contrôle. Ainsi, Trump a qualifié le Venezuela d'État narco, comme si chaque Vénézuélien était un trafiquant de drogue. Et c'est un peu comme lorsque Netanyahou dit, comme tu l'as souligné, que chaque Gazaoui est un terroriste du Hamas. Donc tout bassin de patien de Bourguigny to carry d'une Carthur, i ring to gesage tourdiv, de Nantes for. Et je pense, comme vous l'avez décrit, que les États-Unis sont devenus un État terroriste, et qu'ils le sont depuis 1945,
en tant qu'instrument délibéré de leur politique étrangère et intérieure, sous prétexte de promouvoir la démocratie. L'ancien directeur de la CIA, Pompeo, a dit que la CIA ressemblait à Murder Inc. Il a découvert qu'il tuait des gens partout dans le monde, en commençant par Patrice Lumumba en Afrique, Aldo Moro en Italie, lorsque Moro a tenté un rapprochement avec la Russie soviétique. Vous savez ce qui s'est passé en Libye avec Kadhafi. Vous savez ce qui s'est passé au Chili avec Salvador Allende et toute la série d'actions terroristes à travers l'Amérique latine que la CIA a initiées. Donc, c'était déjà la politique officielle des États-Unis, bien avant Trump. Et je pense que, à une plus grande échelle, les États-Unis soutiennent des groupes terroristes comme l'État islamique et Al-Qaïda dans tout le Moyen-Orient afin de maintenir leur contrôle sur le pétrole du Proche-Orient. Et sur le plan intérieur, le FBI assassine Martin Luther King, Malcolm X et bien d'autres. C'est ce qu'on appelle la démocratie dirigée. Il faut des assassinats pour s'assurer que la démocratie fonctionne. C'est-à-dire qu'elle fonctionne dans le but de permettre aux États-Unis d'intervenir non seulement dans les élections des pays étrangers, pour s'assurer qu'ils n'autorisent pas de dirigeants suivant des politiques contraires à celles des États-Unis et à leur volonté de contrôle, mais aussi aux États-Unis même, en interférant dans les élections ici. Ainsi, tous ces meurtres ne sont que la partie émergée de l'iceberg de la tentative américaine de contrôler la politique étrangère et intérieure. Les États-Unis n'acceptent pas les règles de non-ingérence des Nations Unies dans les affaires d'autres pays. C'est pourtant la règle du droit international depuis la paix de Westphalie de 1748 qui stipule que chaque pays et chaque État possède son propre pouvoir souverain. Les États-Unis rejettent cela. Les États-Unis affirment « Nous seuls détenons le pouvoir souverain ». Et ils utilisent ce pouvoir non seulement pour contrôler qui seront les dirigeants et les partis au pouvoir dans ces États, mais aussi pour déterminer avec quels pays ces États peuvent traiter et dans quelles marchandises ils peuvent commercer. Nous avons le pouvoir non seulement d'imposer des sanctions à d'autres pays, mais aussi de confisquer les entreprises qui suivent des politiques commerciales interférant avec l'exigence des États-Unis d'un contrôle unipolaire. Et cela se fait sous le slogan de la sécurité nationale. Le gouvernement des États-Unis, en particulier les néoconservateurs, se sent en insécurité s'il ne peut pas contrôler les autres gouvernements, le commerce international et les investissements étrangers, afin de s'assurer que les États-Unis puissent décider qui obtient quoi, qui échange quoi et qui possède quoi. Il estime que s'il ne contrôle pas cela, il ne disposera plus de la capacité unipolaire de décider de ce que font les pays. Et ce contrôle est au cœur de la politique étrangère américaine. Et je pense qu'il faut commencer par cela et comprendre que ces meurtres sont simplement, eh bien dans le cas du Venezuela, c'est comme tuer les poulets pour effrayer les singes. Ce que les États-Unis font en tirant sur ces pêcheurs vénézuéliens et aussi, m'a-t-on dit, sur des pêcheurs de Trinité, c'est affirmer que la mer des Caraïbes est un lac américain. Nous contrôlons les mers. Nous n'avons aucune limite quant à ce qui constitue l'autorité américaine pour contrôler le monde. Tout cela n'est donc qu'un reflet d'un tableau plus vaste que la presse, et de nombreux observateurs sont trop gênés pour dire ouvertement. Mais les néoconservateurs l'ont déjà clairement exposé. C'est le plan de la diplomatie américaine. On peut se servir des déclarations américaines elles-mêmes comme preuve suffisante de cela. Deux citoyens de Trinité et Tobago ont été tués, Richard, en plus de ce dont parlaient les Colombiens. Et ici, laissez-moi vous passer un extrait de l'ancien directeur de la CIA parlant d'ingérence dans les élections d'autres pays. Singe gêne les élections d'autres pays.
Oh, probablement. Mais c'était pour le bien du système, pour empêcher les communistes de prendre le pouvoir. Par exemple, en Europe, en 47, 48, 49, les Grecs et les Italiens. Nous ne faisons plus ça maintenant, pourtant. Nous ne nous mêlons pas des élections des autres, Jim. Enfin, seulement pour une très bonne cause. Peux-tu faire une courte vidéo à ce sujet? L'ancien directeur de la CIA. Uniquement pour une très bonne cause, dans l'intérêt de la démocratie. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est très naïf, et cela ne fonctionne plus. Quand j'ai grandi ici, en allant à l'école aux États-Unis, où je suis né, où j'ai vécu et travaillé toute ma vie, on nous racontait des histoires sur ce que représentaient les États-Unis et sur ce qu'ils étaient. Et tout cela devait rester secret. C'est pour cela que nous avons une CIA secrète, parce que ce qu'elle fait entre en conflit avec ce qu'on nous dit en tant que peuple. Et c'est pour cela que cela doit rester secret. Mais quand les choses deviennent difficiles, il devient de plus en plus ardu de garder un secret. Une partie de ce que nous observons, c'est que les secrets, vous savez, sont éventés. Ces pêcheurs qui sont sortis sont maintenant morts. Ils ne rentrent pas chez eux, et leurs veuves et leurs enfants parlent. Nous vivons dans un monde connecté, et nous en entendons parler. Le monde n'est plus ce qu'il était. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Vous n'avez peut-être pas d'extrait, mais le président des États-Unis, si je l'ai bien entendu, a dit à l'un des plus grands pays d'Amérique latine, à savoir l'Argentine, qu'il donnerait à leur gouvernement 20 milliards de dollars pour éviter l'effondrement de leur monnaie s'ils votaient pour M. Milei lors de l'élection qui s'y prépare. Vous savez comment on appelle cela? Une ingérence dans l'élection d'un autre pays. C'est littéralement parce que les États-Unis sont riches et que l'Argentine ne l'est pas. C'est un pot de vin. C'est une tentative de dire à l'électeur argentin, « Regardez, si vous votez pour celui que vous ne voulez pas, vous recevrez tout cet argent. Et si vous votez pour quelqu'un d'autre, parce que vous préférez cette autre personne, eh bien, alors je ne vous donnerai pas cet argent. » Quoi? Vous savez, je veux dire, nous ne savons pas. Juridiquement, nous n'autorisons pas cela dans ce pays, bien que je comprenne que M. Musk courait un peu partout en novembre dernier pour donner de l'argent à des gens dans divers États en échange de leur vote ou quelque chose d'assez proche. Mais nous devenons désespérés. C'est un mot que vous m'entendez utiliser dans cette émission et ailleurs quand je parle. Je crois que vous êtes en train de voir un gouvernement qui devient désespéré. Ces actions qu'il mène ne sont pas nouvelles, mais ce qui est nouveau, c'est qu'elles sont révélées presque aussi vite qu'elles se produisent. De plus en plus de personnes à travers le monde, de plus en plus de gouvernements prennent la parole à ce sujet. Monsieur Maduro n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Si vous parlez à quelqu'un de Cuba, il vous racontera, je ne sais pas, peut-être 25 tentatives de la CIA pour le tuer ou renverser son gouvernement au cours de la révolution cubaine depuis 1959. Et maintenant, tout cela se répand de plus en plus. En Amérique latine, ces informations vont circuler et tout sera connu partout en Amérique latine, si ce n'est déjà le cas. Je veux intervenir ici. Trump vient de doubler les 20 milliards de dollars et a déclaré qu'il essayait de réunir encore 20 milliards de dollars de capitaux privés. Après avoir fait la déclaration que vous avez citée, il a ajouté « S'il perd, nous n'allons pas être généreux avec l'Argentine. » Les 20 milliards de dollars ont été dépensés pour soutenir le taux de change de l'Argentine. Et cela a deux objectifs. Premièrement, cela aide les capitalistes en fuite, les Argentins les plus riches, l'oligarchie en Argentine.
Soutenir le taux de change leur permet de transférer leur argent hors d'Argentine vers des devises étrangères, et ils ont accumulé une énorme dette. Et Trump dit que si vous ne votez pas pour le candidat de l'oligarchie afin de continuer à faire cela, alors nous allons exiger avec le Fonds monétaire international que vous remboursiez ces 20 ou 40 milliards de dollars, plus les quelques centaines de milliards que le FMI a déjà prêtés. Eh bien, supposons qu'une dictature non droitière prenne le pouvoir en Argentine. C'est à ce moment-là que le FMI resserrera la vis et retirera tout soutien à la fuite des capitaux. Et bien sûr, la monnaie s'effondrera, peut-être de 50%, 60%, une chute énorme. C'est ce que fait le FMI. Ainsi, lorsqu'il qualifie un régime de dictature de gauche, c'est-à-dire un pays qui élit un gouvernement non soutenu par les États-Unis, sa monnaie s'effondre, l'inflation augmente, le chômage se propage, et alors les États-Unis, les Nations Unies et l'Occident disent « Vous voyez, le socialisme ne fonctionne pas. Seule la droite fonctionne. » Ils obtiennent les prêts, ils obtiennent la dette, et bien sûr cette dette sert simplement à permettre aux États-Unis et au FMI, en Europe, de tirer la prise et de s'assurer financièrement autant que par la guerre que les autres pays ne puissent pas survivre à moins d'être subordonnés aux États-Unis. Je tiens également à souligner, simplement à titre historique, que l'Argentine possède une oligarchie qui compte parmi les plus grands acteurs de ce jeu à l'échelle mondiale. L'Argentine a emprunté de l'argent comme presque aucun autre pays. La dernière injection de fonds que ce gouvernement d'extrême droite, essentiellement le gouvernement des oligarques, qui reste au pouvoir même lorsque Perón, Kirchner et les autres étaient là, a reçu pour se maintenir à flot s'élevait à 20 milliards de dollars en avril de cette année. Et maintenant, seulement quelques mois plus tard, nous parlons d'un autre montant de 20 milliards de dollars. Les oligarques argentins rien tout le long du chemin vers la banque, pendant que l'Amérique utilise l'argent des contribuables américains pour leur permettre de convertir leur monnaie sans valeur, ou sur le point de le devenir, en dollars, afin qu'ils puissent rejoindre le reste du monde dans l'achat d'or. Ils n'ont plus la même confiance qu'avant dans le dollar non plus. Alors, ils vont faire un double saut, se débarrasser du peso argentin, obtenir le dollar, utiliser le dollar, acheter de l'or et le conserver quelque part en Europe. C'est ce qu'ils vont faire. Vous savez, c'est une farce, ce que nous voyons. Un gouvernement d'extrême droite qui a réussi, en très peu de temps, à se faire détester. C'est pourquoi M. Trump intervient, parce que ce gouvernement de droite s'est tiré une balle dans le pied et est sur le point d'être renversé par le peuple argentin. Tout cela fait partie du combat plus large qui se déroule dans l'économie mondiale, visant à isoler non seulement l'Argentine, mais aussi la Chine, la Russie et d'autres pays. Cela s'inscrit dans un cadre bien plus vaste. Mais cela montre le niveau de désespoir qui alimente désormais tout ce comportement. Vous savez, j'aimerais croire, je veux dire, que même le directeur de la CIA, qui ricane dans cette émission de droite à laquelle il participe avec cette femme de droite, j'ai oublié son nom pour le moment, l'extrait que vous venez de nous montrer, j'aimerais croire qu'eux non plus ne veulent pas vraiment tuer des pêcheurs, ou qui que soient ces personnes dans les bateaux. Évidemment, nous n'en savons rien, car il n'y a pas la moindre preuve fournie par le président, qui a désormais autorisé au moins 5, si je compte bien, 5 attaques de ce type. S'ils avaient des preuves, ils les montreraient, car ils ne veulent pas donner l'impression de faire ce qu'ils font clairement. Mais quand on est désespéré, on ne peut plus se le permettre. Ils doivent faire semblant, prouver à quel point ils sont durs. C'est pour ça qu'on a eu cet autre moment étrange, et peut-être qu'on peut en parler.
Le président des États-Unis a déclaré hier que l'Inde avait accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Il a vraiment dit ça. Et ce matin, les médias indiens rapportent que le gouvernement n'en sait rien. Il n'y a eu aucune discussion, aucun engagement. Je veux dire, je ne sais pas qui croire. Et c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Ils ne savent plus qui croire. C'est le chaos total. Vous n'êtes pas aux commandes, et ce n'est pas bon signe pour les États-Unis. Michael a raison, c'est ce qu'ils veulent. Mais j'ai raison aussi. C'est ce qu'ils veulent, mais qu'ils n'ont plus. Et ça les rend désespérés. Oui, Michael, l'autre point dont Donald Trump parlait concerne le cas de l'Inde. Il a dit que l'Inde lui avait promis de ne pas acheter de pétrole russe, ce qui a ensuite été démenti par les responsables indiens. Et ce n'est pas tout. Scott Besson a déclaré que le Congrès et l'administration sont prêts à imposer des droits de douane de 500% à la Chine si elle décide d'importer du pétrole et du gaz russe. Selon vous, où en sommes-nous avec le cas de la Russie? Je parle de... Eh bien, le vrai problème n'est pas seulement d'isoler la Russie, mais aussi d'isoler la Chine. Et c'est là que toute l'action s'est concentrée récemment. Les États-Unis essayent de décider quels pays sont autorisés à commercer avec d'autres, et ce qu'ils ont le droit d'acheter et de vendre. C'est une extension du contrôle dont nous parlions. C'est la stratégie néoconservatrice. On ne peut pas avoir une démocratie basée aux États-Unis. Une démocratie, dans ce sens, signifie un pays qui a accepté de devenir un satellite des États-Unis. Cela n'a rien à voir avec le système politique. On ne peut pas avoir une démocratie, c'est-à-dire un monde unipolaire, sans la capacité de contrôler les élections des autres pays et leurs partenaires commerciaux. Maintenant, Trump, le point essentiel, c'est que cela va bien au-delà des États-Unis et des exigences de Trump envers l'Inde. En substance, cela signifie que vous essayez de bloquer le commerce extérieur de l'Inde avec les énormes droits de douane de 50% déjà en place et les droits massifs que vous venez de mentionner sur la Chine. Cela signifie que vous bloquez tout commerce avec la Chine. Si cela était réellement appliqué, cela garantirait pratiquement la dépression la plus grave que les États-Unis aient jamais connue. Le type de confrontation dont nous parlons a commencé il y a quelques mois avec TikTok. Trump a invoqué un argument de sécurité nationale, affirmant que d'une certaine manière, TikTok observe ce que les Américains aiment regarder, et que si l'on peut suivre cela, on peut alors influencer leur façon de penser à travers le récit. Et TikTok, à son tour, aurait violé une rôle eberdiscan durest handreste d'expression. C'est devenu un lieu de discussion publique sur la politique. Il y avait donc de nombreux politiciens, des acteurs politiques et des points de vue variés qui l'utilisaient presque comme ils utilisaient X ou d'autres réseaux sociaux. Cela incluait des critiques du génocide et l'affirmation que les massacres de masse étaient injustifiables, ce qui a mis les États-Unis en colère. Trump a alors déclaré qu'il fallait vendre TikTok à un groupe de milliardaires sionistes qui modifierait l'algorithme afin d'empêcher toute discussion sur le Moyen-Orient qui ne soit pas favorable à Israël. Il ne devait plus être question d'utiliser les termes Gaza ou Cisjordanie. Désormais, c'est Judée et Samarie. Il faut contrôler le dialogue et la discussion pour façonner la pensée des gens, afin qu'ils élisent des gouvernements démocratiques, c'est-à-dire des gouvernements contrôlés par l'alliance de droite entre les néoconservateurs, le secteur financier, le 1%, l'État profond, l'État américain. Ainsi, encore une fois, les néoconservateurs se sentent en insécurité si TikTok est autorisé à permettre les opinions et analyses personnelles, surtout depuis que des gens publiaient des photographies des enfants tués à Gaza.
Israël a tout fait pour empêcher cela. Il a ciblé des photographes et des journalistes pour les assassiner précisément afin de l'empêcher. Ils ont même visé des médecins pour qu'il n'y ait aucune photographie de la destruction des hôpitaux, de la destruction des bébés. Si l'accord sur TikTok est autorisé à aboutir, les États-Unis contrôleront tous les réseaux sociaux et empêcheront toute exposition de cela, ce qui leur permettra de façonner l'opinion publique afin qu'elle vote comme les démocraties dirigées sont censées le faire. Et j'aimerais parler, je sais que vous avez une excellente vidéo que je veux que vous montriez, mais j'aimerais parler de ce qui s'est passé il y a 2 jours, lorsque les Pays-Bas sont devenus le premier pays, en dehors des États-Unis, à confisquer une entreprise chinoise au motif qu'elle produisait des puces informatiques pour automobiles aux Pays-Bas. Une entreprise qui avait été une filiale de Philips. Les États-Unis ont déclaré et adopté une règle selon laquelle tout pays dont une entreprise a plus de 50% de capitaux chinois doit la confisquer si elle affecte d'une quelconque manière la sécurité nationale. Si elle fabrique des batteries, des puces informatiques ou tout ce que nous considérons comme lié à la sécurité nationale. Je peux entrer dans les détails si vous le souhaitez, mais vous voulez probablement d'abord orienter la discussion. Oui, laisse-moi passer l'extrait, Richard, dont Michael a parlé. Scott Bessent qui parle de la Chine. Aucune erreur. C'est la Chine contre le reste du monde. Ils ont imposé ces contrôles à l'exportation inacceptables à tout le monde. La Chine est une économie dirigée et nous, ainsi que nos alliés, ne serons ni commandés ni contrôlés. C'est une économie étatique et nous n'allons pas laisser un groupe de bureaucrates à Pékin tenter de gérer la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est formidable. Eh bien, Trump a dit que pour la première fois dans l'histoire, rien de tel ne s'était jamais produit. Et bien sûr, cela s'est déjà produit. Ce que la Chine a fait, c'est adopter une série de règles presque mot pour mot identiques à celles que les États-Unis ont imposées à d'autres pays traitant avec la Chine pour des raisons de sécurité nationale. La Chine fait enfin aux États-Unis exactement ce que les États-Unis ont fait à la Chine. La différence, c'est que la Chine n'a pas vraiment besoin des États-Unis, dans le sens où elle n'a pas besoin des exportations américaines, car les États-Unis n'exportent rien dont la Chine ait réellement besoin. Et si elle a effectivement besoin de quelque chose comme des pièces de rechange pour les avions de ligne Boeing, elle devra alors faire face au fait que les États-Unis ont militarisé leur commerce extérieur, de sorte qu'ils peuvent bloquer l'exportation de ces pièces, dans l'espoir que les avions Boeing en Chine ne puissent plus voler, créant ainsi un problème pour la Chine. Car la Chine a effectivement développé son propre avion de ligne commercial, mais les États-Unis ont demandé aux pays étrangers et à l'autorité internationale de certification du transport de ne pas approuver les avions chinois, seulement ceux fabriqués par les États-Unis et leurs satellites, comme Airbus. Ils ont déclaré « N'autorisez aucun avion fabriqué en Chine à atterrir, car il ne dispose pas de l'approbation officielle des États-Unis. » Cela correspond à l'intention américaine de devoir contrôler tous les aéronefs, avions et autres éléments essentiels. Je veux parler de ce qui s'est passé la semaine dernière aux Pays-Bas, lorsque les Néerlandais ont confisqué la propriété chinoise d'une entreprise appelée Nexperia. Le Financial Times s'est concentré sur ce sujet, affirmant que pour la première fois, l'Europe, et en particulier les Pays-Bas, se sont éloignés de toute l'idée d'investissement ouvert, de libre-échange et de libre investissement. Désormais, ils affirment que tous les investissements nationaux sont contrôlés par les États-Unis. Toute entreprise étrangère, en particulier une entreprise chinoise, devrait être confisquée.
Et toute entreprise chinoise qui utilise des exportations américaines dans ses produits devrait voir son commerce interdit. Eh bien, l'entreprise que la Chine a achetée était spécialisée dans la fabrication de batteries pour automobiles, car la Chine est devenue le leader mondial de la production de batteries. Les États-Unis veulent empêcher la Chine de conserver son avance dans ce domaine afin de pouvoir fournir des batteries coûtant environ 10 fois plus cher. L'objectif est d'empêcher l'Europe d'utiliser des batteries à bas prix conçues par la Chine, afin qu'elle ne puisse pas concurrencer les voitures américaines utilisant des batteries américaines. Ainsi, vous avez cette entreprise de semi-conducteurs et de batteries comptant 12 500 employés dans le monde entier, pas seulement aux Pays-Bas. Et tout cela vient d'être confisqué. Elle a été vendue à un conglomérat chinois en 2017, puis rachetée par un groupe chinois, WingTech, en 2019. Tout allait bien jusqu'au dernier mois, lorsque le département d'État américain a dit aux Pays-Bas « Vous devez fermer cette entreprise chinoise. Nous voulons nous assurer que la Chine ne puisse pas gagner d'argent en Europe, ni dans aucune autre démocratie que nous contrôlons. » Ainsi, les mots utilisés dans votre extrait, une économie à contrôle centralisé, c'est ce qu'est les États-Unis. C'est cela, la démocratie. Si vous ne centralisez pas le contrôle et ne devenez pas en substance un État policier, alors vous ne garantissez pas le contrôle unipolaire du monde par les États-Unis. Et la Chine a riposté. Mais si l'on entre dans les détails, il s'agit d'une escalade. Cette confiscation d'entreprises chinoises est une confiscation pure et simple. Et le Financial Times a écrit que WingTech représente un moment charnière dans l'évolution de l'Europe, passant d'un des blocs commerciaux les plus ouverts du monde à un ensemble de plus en plus préoccupé par la sécurité économique. Et cette sécurité économique est définie par les États-Unis. De la même manière que les États-Unis ont forcé la vente de TikTok, soit vous vendez à un prix dérisoire aux Américains, soit nous vous fermons. Ils appliquent désormais la même politique envers l'Europe. Et la Chine a essentiellement décidé de riposter à tout cela. Les documents judiciaires dans l'affaire citée par le Financial Times montrent que La Haye, le gouvernement néerlandais, agissait sous la pression des États-Unis pour soutenir ce contrôle. Eh bien, regardez ce qui se passe. Lénine a un jour plaisanté en disant que les pays capitalistes vendraient à la Russie la corde pour les pendre, métaphoriquement parlant, c'est-à-dire les armes. Eh bien, la Chine n'a aucune intention de vendre aux États-Unis les métaux rares militaires et autres matériaux nécessaires pour les détruire avec des missiles. Les États-Unis ont déclaré « Nous prévoyons une guerre avec la Chine, notre ennemi existentiel. Dans les 2 ou 3 prochaines années, nous devons détruire la Chine, encore et encore, de Biden à Trump en passant par le Congrès. Cette annonce revient. Nous avons l'intention de faire la guerre. Nous nous y préparons. » Eh bien sûr, la Chine a bloqué ce dont les États-Unis ont besoin pour fabriquer les missiles, les aimants en terres rares nécessaires à leur production. Vous bloquez ce dont vous avez besoin pour fabriquer les ordinateurs qui guident les missiles et pour étendre votre contrôle sur Internet, sur les plateformes médiatiques publiques, en réalité, pour contrôler la direction que prend le monde. Et la Chine a observé ce que les États-Unis ont fait au Japon en 1975 avec les accords du Plaza et du Louvre, qui ont exigé que le Japon relève son taux de change et, en substance, provoque sa dépression. Elle a également vu les États-Unis exiger du Japon un tribut de 350 milliards de dollars pour avoir accès au marché américain, tout en subissant de forts droits de douane américains. Et la Chine a constaté des exigences similaires envers la Corée, payer un tribut tout aussi important de 350 milliards de dollars.
just as large, a $350 billion choice. China has no intention of surrendering. La Chine n'a aucune intention de se rendre à ces conditions et aucune intention de laisser les États-Unis obtenir ce qu'ils appellent le nouvel équivalent du contrôle des réserves mondiales de pétrole. Le contrôle de l'alimentation mondiale, des technologies de l'information, de l'informatique, des puces électroniques et de la programmation. Les États-Unis ont même empêché des entreprises néerlandaises de vendre à la Chine des machines de gravure de puces. La Chine a compris que si les États-Unis détiennent un monopole sur les ordinateurs, les missiles, les automobiles et la technologie militaire, ils utiliseront ce pouvoir pour attaquer la Chine. Et il prend des mesures pour y mettre fin. Trump a déclaré qu'il était prêt à provoquer une dépression semblable à celle des années 1930 en Amérique. Sa menace d'imposer ses droits de douane de plusieurs centaines de pourcents sur les produits chinois signifie que nous bloquons tout commerce avec la Chine. Cela veut dire bloquer la technologie chinoise. Mais la Chine possède ce dont les États-Unis ont besoin pour leur domination militaire. Tandis que les États-Unis n'ont rien dont la Chine ait besoin. La Chine va croître, les États-Unis vont entrer en crise. Et comme Richard l'a dit, c'est un acte de désespoir, mais un désespoir qu'il faut observer, car 90% des Américains verront leur niveau de vie, leur salaire et leur pouvoir d'achat diminuer. Mais le 1% des Américains, les milliardaires de la Silicon Valley et les grandes banques financières en tireront profit. Et ce qui est si étonnant, c'est que la une du New York Times d'aujourd'hui dit « Les banques américaines marquent des points en aidant les entreprises chinoises à se mondialiser ». Eh bien, on peut imaginer ce qui va se passer. Qui va gagner? La politique étrangère américaine sera-t-elle celle que veulent les banques? Ce qui est généralement le cas de la politique étrangère des États-Unis, ou celle que veulent les néoconservateurs. Nous voulons la guerre. Nous ne pouvons pas permettre qu'un autre pays soit indépendant des États-Unis. Nous ne pouvons pas avoir un pays d'égaux. Nous revenons donc à ce dont nous avons parlé à propos du Venezuela. On ne peut pas négocier avec d'autres pays et conclure un accord raisonnable, car cela impliquerait de les traiter comme des égaux. Cela reviendrait à les traiter comme des nations souveraines. Il n'existe qu'une seule nation souveraine, les États-Unis. Toutes les autres nations doivent être traitées comme des satellites des États-Unis ou transformées en telles. Et je pense que c'est pour cela que Richard a évoqué ce qui se passe en Argentine, pour s'assurer qu'elle soit verrouillée en tant que satellite contrôlée par une oligarchie cliente sur place, tout comme on pourrait dire que la même chose se produit en Europe. Oui. Laissez-moi dire quelques mots à propos de Scott Bessent. Et je ne veux pas m'en prendre à lui, même si je n'y serais pas opposé non plus. Mais ce n'est pas ce que je fais. Observez le flou dans sa manière de parler. Donc, nous n'allons pas autoriser les bureaucrates de Pékin parce qu'ils ont une économie d'État. Voici un ministre des Finances dont le supérieur vient de faire ce qui suit. Prendre une participation de 10% dans Intel Corporation. Imposer un partenariat du gouvernement américain à AMD et Nvidia. Et s'employer à prendre d'autres positions dans la gouvernance et la propriété des entreprises américaines. Je veux dire, nous sommes plus une économie d'État que nous ne l'avons jamais été. Les droits de douane sont la plus grande imposition de taxes qu'un gouvernement américain ait jamais réalisée. Nous taxons tout le monde entier est affecté par nous. Car si vous choisissez les droits de douane, c'est international. Vous taxez lourdement votre propre population. Regardez comme M. Bessent était fier il y a quelques jours, nous disant que les droits de douane avaient déjà rapporté 60 milliards de dollars en seulement quelques mois. Il vous dit fièrement quelque chose qui aurait horrifié les républicains d'autrefois.
Ils étaient un parti opposé aux taxes. Maintenant, ils sont un parti favorable aux taxes. Tous les gouvernements qui ont pris une part de plus en plus grande de l'économie ont toujours utilisé la sécurité nationale comme justification. Ce n'est pas nouveau. C'est ce dont les républicains se moquaient autrefois. Ils dénoncent la Chine parce qu'elle veut contrôler le monde. Comme Michael le dit justement, la Chine revendique ce que les États-Unis ont toujours défendu, ont acquis, et dont ils sont maintenant désespérés parce qu'ils sont en train de le perdre. Ils sont en colère contre la Chine. Pourquoi? Pour vouloir à peu près la même chose, si M. Bezant a raison. Autrefois, on soutenait ici, aux États-Unis, qu'un régime de libre-échange était la meilleure protection contre la guerre, contre l'hostilité. On parlait des empires rivaux, britanniques, français, allemands, russes, avant la Première Guerre mondiale, comme de la raison pour laquelle ils se sont détruits les uns les autres. La Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, et l'Organisation des Nations Unies, après la Seconde Guerre mondiale, ont été créées parce que les pays qui utilisaient la sécurité nationale pour orienter leur politique économique ont fini par se faire la guerre. Le but même de ces organisations internationales était d'empêcher que cela ne se reproduise. Le retrait des États-Unis de l'ONU, qui se poursuit depuis 20 ans, est aussi, comme nous aurions dû le comprendre plus tôt, un retrait de ce projet tout entier et un retour à un état de sécurité nationale dans lequel l'État et les dirigeants, les oligarques du monde des affaires, deviennent les mêmes personnes. Souvenez-vous de qui se trouvait derrière M. Trump lors de son investiture. Les 10 milliardaires issus des quelques principales industries d'un pays. C'était une publicité pour la fusion des oligarques et du gouvernement, ce qui est une caractéristique du fascisme. Le fascisme italien, le fascisme allemand, le fascisme japonais, le fascisme espagnol. Allons, nous savons tout cela. La différence, c'est que les États-Unis ne sont plus le pays dominant. Le G7 n'est plus l'acteur principal de l'économie mondiale. Et toute la prétention et l'idéologie floue de M. Bezant, qui oublie commodément que son gouvernement devient chaque semaine plus étatiste, ne le rendent pas différent de la Chine, mais plutôt plus semblable à elle. Et la Chine, comme il devrait le savoir, n'est pas une économie d'État. La moitié relève de l'entreprise privée. Les gens critiquent la prétention de la Chine, selon laquelle le socialisme s'y est développé plus vite et plus loin au cours des 40 dernières années que n'importe quel autre système ailleurs. Ils aiment critiquer cela en disant « oui, mais c'est grâce au secteur privé ». Très bien, si vous voulez avancer cet argument, je le trouve stupide, mais soit. Alors vous ne pouvez pas, le lendemain matin, les qualifier d'économie étatiste. Vous venez d'expliquer qu'ils ont une économie privée, et que c'est pour cela qu'ils sont si riches, si grands et si puissants, plus riches que vous. Et permettez-moi de vous rappeler que dans la compétition précédant la Première Guerre mondiale, avec des nationalismes économiques axés sur la sécurité nationale et en concurrence à travers l'Europe et ses colonies, personne ne disposait d'un avantage exceptionnel en matière de population. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, mes amis. Les États-Unis comptent 4,5% de la population mondiale. La Chine et les BRICS en représentent 60%. Quel genre de conflit imaginez-vous pouvoir mener? Quelles sont vos chances? C'est très stupide. Vous devriez vous démener pour essayer de relancer les Nations Unies. Trouver un moyen pour que le G7 fonctionne et pour que les Chinois et leurs alliés des BRICS puissent aussi fonctionner. La planète est assez grande pour les deux. Ou bien, allons-nous sombrer dans une autre guerre mondiale tout en connaissant les désastres des deux premières? Et au cas où vous l'auriez oublié, la Première Guerre mondiale a abouti à l'Union soviétique.
La Seconde Guerre mondiale a abouti à l'Union soviétique plus la Chine. Vous remarquez quelque chose? Vous savez où la Troisième Guerre mondiale risque d'aboutir? Oui, oui. Cela devrait vous faire réfléchir un peu à ce que vous êtes en train de faire. Oui. Michael. Economy, Michael, allez-y. Quelle stratégie le monde adoptera-t-il? Étant donné l'inégalité de population et de taille, les États-Unis veulent être le seul pays capable de faire la guerre avec les meilleurs armements. Ils veulent être la seule nation souveraine. Tous les autres pays doivent être transformés en dépendance. Dépendance commerciale par l'instrumentalisation du commerce extérieur, dépendance financière par la dollarisation et dépendance militaire comme condition préalable à leur propre survie. C'est la seule façon pour les États-Unis de réaliser la stratégie que vous dites impossible. Eh bien, bien sûr, cela ne peut pas fonctionner à long terme car les autres pays finiront par riposter. Mais l'essence de la politique étrangère des États-Unis consiste à paralyser la capacité des autres pays à riposter, en contrôlant leur approvisionnement en pétrole pour qu'ils ne puissent pas survivre s'ils le font, en leur refusant la propriété et la production des technologies de l'information, des puces informatiques, de l'électronique de base, et en monopolisant Internet s'ils ne se conforment pas. Les États-Unis disent « Oui, bien sûr, nous savons qu'il existe cette inégalité de population et de puissance productive. Nous nous sommes désindustrialisés. Eux non. Mais nous pouvons quand même gagner grâce aux politiques que je viens de décrire. Le contrôle total est le récit nécessaire pour justifier ce contrôle. Et je pense que la politique d'assassinat ciblé, de meurtres comme ceux que l'on a vus du Venezuela à Gaza, fait partie de cette démonstration de la volonté de l'Amérique de poursuivre un contrôle total jusqu'à se préparer à une guerre au Proche-Orient contre l'Iran que beaucoup des invités de Nima estiment imminente. Richard, tu as mentionné le G7 et tu l'as comparé aux BRICS. Et nous savons qu'un jour Donald Trump a dit que l'Espagne faisait partie des BRICS. Il essayait de donner une leçon aux journalistes présents dans la salle et a déclaré « L'Espagne fait partie des BRICS ». Voici son dernier commentaire sur les BRICS. Ils ont dit qu'ils aimaient les BRICS. J'ai dit à tout le monde, si vous voulez faire partie des BRICS, très bien, mais nous allons imposer des tarifs sur votre pays. Tout le monde s'est retiré. Ils quittent tous les BRICS. Les BRICS, c'était une attaque contre le dollar. Et j'ai dit, si vous voulez jouer à ce jeu-là, je vais imposer des tarifs sur tous vos produits entrant aux États-Unis. Ils ont répondu, comme je l'ai dit, nous quittons les BRICS. Et les BRICS, maintenant, on n'en parle même plus. Ouais, se retirer des BRICS. Eh bien, vous savez, il est important de comprendre que si vous avez un dirigeant qui invente simplement des choses comme ça, tout le monde se retire des BRICS. Eh bien, je m'intéresse beaucoup aux BRICS et je n'ai remarqué personne qui s'en soit retiré. Cela m'intéresserait beaucoup. Est-ce que ça pourrait arriver? Oui. D'ailleurs, l'Argentine est le seul exemple que je connaisse. Elle s'est effectivement retirée sous ce type Milei, qui venait juste d'arriver. Ils avaient en fait adhéré, puis se sont retirés. Parce que tout cela s'est passé sur une période très courte, entre leur adhésion et le moment où Milei les en a fait sortir. Et c'était un acte de sa part en tant que personne d'extrême droite néolibérale, ce qu'il revendique fièrement. Ce n'est pas une étiquette que je lui colle. Mais quand on a un président comme le nôtre, qui fait ce genre de remarques désinvoltes, l'Inde a décidé de ne plus acheter de pétrole russe. Et en fait, non. Ou les BRICS se désagrègent. Non. Ou encore, j'imposerais des tarifs douaniers, comme si cela réglait toute l'affaire.
C'est en train de devenir pathologique. Certes, mais c'est une pathologie qui a sa place. Elle a une origine. Elle a un ensemble de soutien. Il faut la prendre au sérieux. Lui ne l'est pas. Mais le fait qu'ils doivent parler ainsi est un phénomène intéressant, non? La plupart des dirigeants ne font pas ça. Pourquoi est-ce important pour lui de le faire? Pourquoi est-ce important pour lui de le faire? C'est comme poser la question qui aurait dû être posée lorsqu'il s'est d'abord présenté aux élections, quand il est descendu de l'escalator dans l'un de ses immeubles à New York et a fait le fameux commentaire selon lequel les Mexicains ici seraient tous des violeurs et des tueurs, ce qu'il a bien sûr ensuite atténué. Il faut se demander pourquoi une personnalité aspirant à devenir politicien dirait de telles absurdités. Parce que dans notre environnement, il y a un besoin pour cela. Il répond à un besoin. Son instinct le lui dit. Et il avait raison. Politiquement, il existait un électorat qui avait besoin de s'en prendre aux immigrés, principalement venus du Mexique. C'était donc important. Il répondait à un besoin. Et il a découvert qu'il existait toute une communauté de personnes dont l'expérience particulière au cours des 30 dernières années avait été quoi? Ce sont des hommes blancs, chrétiens, syndiqués, qui ont perdu leur emploi parce que les entreprises voulaient remplacer les travailleurs syndiqués, blancs, chrétiens et masculins, la partie la mieux payée de la classe ouvrière. Ils ont donc été pris pour cible. On les a remplacés soit par l'automatisation, soit en délocalisant la production en Chine. Et ils ont été laissés pour compte dans leurs villes du Midwest et du Sud, pour devenir les partisans de MAGA, sa base de soutien. Il avait compris, sans en avoir la capacité, le vocabulaire ou l'éducation, mais il avait compris instinctivement qu'il existait un besoin de diaboliser les Mexicains en tant qu'immigrés. C'est pourquoi cette communauté fondamentaliste chrétienne en vient aujourd'hui à applaudir les camps de concentration pour enfants immigrés, ce qui contredit leurs propres engagements chrétiens. Et quelque part, ils le savent, mais ils sont tellement en manque, c'est ce que je veux faire comprendre. Monsieur Trump agit par besoin en disant cela. Nous devons comprendre, car c'est important, de quel besoin il s'agit dans ce rejet des BRICS. Et ce besoin, les BRICS sont écrasants. Les BRICS représentent le plus grand danger économique auquel il est confronté, car ils offrent à la Chine la possibilité d'agir de la manière que Michael a décrite. Parce qu'ils ont les BRICS et tout ce que cela implique, ils peuvent désormais enfin se permettre de prendre des mesures comme celles qu'ils ont prises en réponse à l'action des Pays-Bas. Si je devais deviner la raison de la décision de retenir les terres rares, je pense que Michael a raison. L'acte déclencheur n'a pas été les droits imposés aux navires fabriqués en Chine que les États-Unis appliquent, ni quelques légers dérapages ici ou là. C'est plutôt l'acte consistant à tenter d'organiser littéralement toute l'économie mondiale contre la Chine, à s'approprier des biens chinois, de la même manière qu'ils ont saisi les 300 milliards d'actifs russes au début de la guerre en Ukraine. Bon, le moment est venu, et je suppose qu'il a fallu un long et difficile débat interne en Chine pour décider si c'était le moment d'agir. Il faut prendre cela au sérieux, car les Chinois répondent à un besoin profond qui motive leur action, tout comme M. Trump répond à un besoin profond issu des dilemmes des États-Unis. Eh bien, ce que Richard a soulevé, c'est le fait que cette guerre commerciale internationale trouve son équivalent dans la guerre des classes aux États-Unis et à l'échelle mondiale. Ce n'est pas seulement une guerre visant à permettre aux États-Unis de dominer d'autres pays, mais aussi une guerre menée par la classe rentière, les élites, pour dominer le travail à travers des politiques qui transforment les revenus et la richesse du travail en profit pour elles-mêmes, sous forme de créances de créanciers, de monopoles et de privatisation de l'État, afin d'empêcher les dépenses sociales publiques.
Tout cela va appauvrir la population. Tout cela va de pair avec la guerre des classes internationales visant à promouvoir le thatcherisme, la privatisation, la financiarisation et toute la philosophie économique dont nous avons tant parlé dans les épisodes précédents. Et permettez-moi d'ajouter une réflexion finale. Lorsque vous entendez M. Trump et certains de ses lieutenants, comme vous l'entendez déjà, et vous l'entendrez encore davantage, parler du fait que même si cela devait provoquer une dépression, même si cela devait entraîner des souffrances massives, il s'agirait d'une question de survie nationale et de sécurité. Vous savez à quoi ils se préparent. Cela signifie probablement qu'ils reçoivent des conseils selon lesquels la politique tarifaire nous conduit, d'une manière ou d'une autre, vers une situation de stagflation. Une combinaison très préoccupante d'une inflation de 3% ou plus et d'une baisse de l'emploi. Jamie Dimon a été cité partout hier en parlant de l'effondrement de 2 constructeurs automobiles et en disant « là où il y a quelques cafards », son mot, pas le mien, il y en a toujours beaucoup d'autres. Qu'est-ce que c'est? C'est une déclaration selon laquelle un crash du crédit est en cours, probable ou possible. Avec tout ce que cela implique, permettez-moi de vous rappeler comment la crise de 2008 a commencé. C'était aussi un problème de crédit. C'est pourquoi on l'appelle la crise des prêts hypothécaires à risque. Ils se préparent donc à pousser leur folie encore plus loin, jusqu'à un assaut dépressif et récessionniste de masse. Parce qu'ils sont convaincus que c'est le prix nécessaire à payer, bien sûr, toujours par la classe ouvrière, pour les sortir de la crise qu'ils affrontent, celle d'un monde qui ne veut plus être un territoire colonial. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, une résurgence du colonialisme. Ce n'est pas un hasard si M. Trump divague à propos du Groenland, du Canada, du Panama ou maintenant du Venezuela. Ce sont tous des imaginaires, mais ils sont logiques si l'on part du principe que le monde entier doit être contrôlé, car c'est le type de domination qu'un pays métropolitain exerçait autrefois sur ses colonies. C'est les États-Unis qui rejouent la fin de l'Empire britannique, espérant inverser le cours de l'histoire. Eh bien, je fais partie des masses du monde qui disent aux Américains « trop peu, trop tard, indisponible ». C'est comme expliquer aux Israéliens que le colonialisme de peuplement était quelque chose qui fonctionnait il y a 2 siècles, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Cela vous place dans une situation impossible. Richard, le chômage et l'effondrement économique ne sont pas des prix payés par l'élite dirigeante. Il leur est en réalité plus facile de gagner de l'argent et d'accroître leur richesse pendant un crash que durant une période de croissance lente. Le crash va entraîner, comme tu l'as souligné, de nombreuses saisies hypothécaires. Les gens vont perdre leur maison, tout comme après les plans de sauvetage d'Obama en 2009. Tout cela a conduit à une immense appropriation d'actifs par le 1%. Alors que le taux de propriété immobilière diminuait aux États-Unis, le PIB et les niveaux de salaire des 90% restaient relativement stables. Toute cette croissance de richesse est allée au top 10%. Même chose partout dans le monde. Eh bien, lorsque Trump a retiré son soutien à l'Agence pour le développement international, qu'il a retiré son soutien au département de la santé des Nations Unies et qu'il a réduit le financement des agences culturelles et sociales, l'intention était de provoquer la famine et la disette dans le reste du monde. Tout comme l'attaque de Trump contre le réchauffement climatique, destinée à maintenir la suprématie pétrolière, entraîne une élévation du niveau de la mer qui va causer des destructions massives. Tout cela est considéré par les États-Unis comme un avantage collatéral et non comme un coût collatéral. Il faut comprendre que, lorsqu'une chose pareille se produit, tout le monde ne perd pas. Ce sera un jeu à somme négative pour les économies nationales et pour le monde dans son ensemble,
mais une saisie de richesse très positive pour le 1%. Et les États-Unis essayent de faire en sorte que ce soit le 1% américain et non le 1% étranger. Merci beaucoup, Richard et Michael. C'est toujours un grand plaisir de parler avec vous. On se reparle la semaine prochaine. On se parle la semaine prochaine. Au revoir.